Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, l'actualité européenne, alors que la France entre en campagne présidentielle, alors que la question de l'Europe est ou bien quelque chose qui détermine en dernière instance nos débats politiques, ou bien une sorte d'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire ce thème tabou dont personne ne parle mais auquel tout le monde pense, sauf les Polonais qui, eux, en ont parlé, puisque des milliers de personnes ont manifesté ce week-end pour défendre l'appartenance à l'Union européenne. Les Polonais étaient appelés à manifester après une décision du tribunal constitutionnel, écrit le journal Le Monde, remettant en cause la primauté du droit européen sur le droit national qui aurait pu marquer un premier pas vers un Polexit. Alors pour évoquer ces thèmes et la question de l'Europe, nous sommes en compagnie de deux invités qui publient chacun des ouvrages de référence sur la question européenne. Céline Spector, bonjour, vous êtes philosophe, professeur à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et vous publiez Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe aux éditions du Seuil. Aquilino Morel, bonjour. Vous êtes ancien conseiller politique de Lionel Jospin à Matignon entre 1997 et 2002, de François Hollande à l'Élysée de 2012 à 2014, et vous publiez L'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe aux éditions Grasset. Aquilino Morel, lorsqu'on évoque cette actualité, l'actualité du week-end, on voit finalement que les différents peuples, la Pologne, on parlait de la Hongrie, il y a aussi la question européenne en Géorgie, à chaque fois bien sûr elle se pose autrement, mais on voit que nous avons des attachements différents à l'égard de l'idée européenne. Votre réaction par rapport à cette situation contrastée? Parfaitement, vous avez raison. Il y a une première dimension que vous venez de dire, il y a des attachements différents. Et cette Europe médiane, comme l'appelait Fernand Braudel, l'Europe de l'Est, on va dire, pour laquelle nous avons souhaité, ou en tout cas un certain nombre de personnes ont souhaité un élargissement qui a été fait à marche forcée. Je vous rappelle qu'en 1995, nous étions 15 à l'Union et 25 en 2005. Donc vraiment quelque chose de très rapide, a fait venir dans l'Union des sociétés, des cultures de nations qui n'y étaient peut-être pas suffisamment préparées, et en tout cas qui venaient de très loin, qui avaient subi le joug soviétique, qui étaient très attachés à leur nation, à leur culture, à leur souveraineté, à leur identité. Et donc, il y a cette difficulté. Ça, c'est la première dimension. Et donc, vous la trouverez avec la Pologne, la Hongrie, et peu ou prou dans toute cette Europe centrale. Et c'est une dimension très importante parce que nous ne devons pas accepter, ou alors il faudra le dire, ce sera quand même une catastrophe que l'Union se défasse. Nous avons déjà connu un Brexit, dont la perspective d'un départ supplémentaire serait terrible. Mais cette question propre à l'Europe médiane, à l'Europe centrale, pose une question plus générale. C'est la question de ce que le grand juriste allemand Dieter Grimm, ancien juge au tribunal constitutionnel de Karlsruhe, a appelé l'intégration secrète. C'est-à-dire que la Cour de justice de l'Union, qui s'appelait dans les années 60 la Cour de justice des communautés européennes, a, de son propre chef, sans qu'aucune disposition du traité de Rome ne lui permette de le faire, décidé par deux arrêts célèbres de 1963 et 64, que le droit européen communautaire prévaudrait sur les droits nationaux. Y avait-il une disposition qui l'autorisait à le faire? Non. Y a-t-il eu un vote en ce sens? Aucun. Les gouvernements avaient-ils fait cette demande? Non. Donc on a abouti à ce que Grimm appelle l'hyperconstitutionnalisation, et le juge a dissous l'électeur. Je finis. Nous en sommes aujourd'hui à une troisième dimension capitale, c'est que nous abordons le moment où la Cour de justice souhaite attaquer le cœur de la souveraineté des États, c'est-à-dire la politique et l'armée. Il vous a pas échappé que le 15 juillet de cette année, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que la directive de 2003 sur le temps de travail s'appliquerait aux forces armées. C'est-à-dire que nos sous-mariniers, nos aviateurs et nos fantassins devraient respecter les 35 heures et le reste de ce qui va dans le droit du travail. Nous en sommes arrivés à un moment où même des européistes impeccables comme Édouard Philippe, Jean-Louis Borloo ou Michel Barnier en arrivent à dire stop. Alors, on reparlera de certains de ces européistes, Aquilino Morel, mais justement, vous voyez dans l'exemple polonais que pour certains Polonais, le droit européen est un droit qui protège. Alors, ce n'est pas le cas de tous les Polonais, mais certains considèrent que ce droit les protège d'un gouvernement qui pourrait prendre des décisions justement en rupture avec une certaine forme, je ne sais pas, d'humanisme, d'universalisme européen. Mais c'est exact. Personne ne dit que le droit européen ne protège pas. Et bien sûr qu'il nous protège, mais il faut bien déterminer ce qui appartient aux États-nations et ce qui appartient à l'Union. Aujourd'hui, vous avez une espèce de spirale fédéraliste dans laquelle nous sommes embarqués sans jamais savoir quelle est la fin, le terme de celle-ci, et pourquoi nous le faisons. C'est ça qui crée un malaise. Alors, il y a des gens en Pologne qui sont pour, très bien, mais ils ont raison. Mais il y a probablement davantage qui sont contre.
Il y a un gouvernement qui est élu démocratiquement. Bon, donc voilà. Céline Spector, votre point de vue à cet égard? Je pense que la situation en Pologne joue le rôle de révélateur. Il y a des tensions sur la souveraineté, évidemment, entre les États-nations et l'Union. Et je pense que c'est ce révélateur est le révélateur, en fait, d'une forme de mensonge politique, démocratique, dans lequel nous vivons, dans le sens où, en réalité, nous croyons que nous ne vivons pas dans un État qui est partiellement fédéral ou quasi fédéral. En tout cas, voilà, il est vrai que depuis 63-64, voilà, la Cour de justice de l'Union européenne applique les traités. Il y a deux choses, comme on dit. Il y a l'interprétation téléologique, c'est-à-dire qu'en fait, on raisonne à partir de la finalité de l'Union, et à partir de là, effectivement, le droit européen s'impose. Et puis l'effet direct. Expliquez-moi, ça veut dire que donc on considère que l'Europe a un but. Exactement. C'est exactement ça. Expliquez-moi comment ça fonctionnerait dans cette perspective. Voilà, il y a des valeurs, il y a des principes qui sont énoncés, dans les traités, notamment effectivement l'État de droit en fait partie, mais il y en a d'autres aussi, la démocratie par exemple. Là, dans le cas de la Pologne, je voudrais qu'on y revienne un instant, c'est quand même tout à fait fantastique parce que la Pologne, dans ses réformes intérieures, remet en cause l'État de droit. L'Union européenne a été fondée comme un club de démocratie. Il n'est pas question pour l'Union européenne d'accepter des États qui ne soient pas des démocraties, qui n'appliquent pas la séparation des pouvoirs, qui n'appliquent pas l'indépendance du judiciaire et dans lesquels on peut punir les juges ou remettre en cause l'indépendance de la justice. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant par rapport à la situation de Karlsruhe dont on a parlé il y a un instant. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle allemande, à plusieurs reprises, a été en quelque sorte très réticente à vouloir voir l'Union européenne prendre une forme quasi fédérale. Mais à chaque fois que la Cour de Karlsruhe s'est exprimée, c'était pour que les garanties en termes de droits fondamentaux des citoyens soient suffisantes, soient supérieure à tout ce que l'Union européenne aurait peut-être pu proposer. Or là, c'est tout l'inverse. L'Union est menacée parce que la Pologne est dans une situation de moins 10 ans du point de vue des droits fondamentaux des citoyens, de moins 10 ans du point de vue de l'État de droit. Je vais me faire l'interprète de ce que disait en substance Aquilino Morel. Si le peuple polonais en décide ainsi, pourquoi aller à l'encontre? Alors, le peuple polonais n'est plus entièrement souverain. Et ça, c'est une illusion totale de le croire. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où la Pologne a accepté l'adhésion en 2004, eh bien, elle a accepté les avantages et les inconvénients d'une association politique, c'est-à-dire très concrètement que la souveraineté est désormais exercée en commun, elle est désormais partagée. Aquilino Morel. Je voudrais que ce que vient de dire très tranquillement Mme Spector soit assumé publiquement par les responsables politiques des différents États-nations qui nous emmènent dans cette direction. Vous avez dit, il y a une interprétation téléologique. C'est-à-dire il y aurait une fin, une finalité des traités. Et cette finalité, disons-le, c'est le fédéralisme. C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Mais dans le traité de Rome de 1957, il n'y avait pas du tout cette interprétation téléologique. C'est un traité très factuel de mise en place d'un espace commun d'échange, de suppression des douanes. Donc cette interprétation téléologique, qui l'a formulée? Les juges de la Cour de justice de la communauté, seuls, proprio motu, comme disent les juristes, c'est-à-dire de leur propre chef, sans que ni les peuples, ni les traités qui ont institué cette Cour ne l'aient autorisé à le faire. C'est là la source principale du malaise. Et vous avez dit un mot très important, madame, mensonge. Oui, il y a un mensonge. Vous aurez constaté que les références qui viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle du vrai sujet, le fédéralisme rampant, comme dit le tribunal de Karlsruhe, c'est l'Allemagne. C'est Karlsruhe, Dieter Grimm, on pourrait parler de Ulrich Beck, de Wolfgang Steck, de tous ces intellectuels allemands qui traitent ces sujets. En France, nous n'en parlons pas. Et là où je partage... Oui, c'est ce que votre livre, L'opium des élites... Grâce à vous, Guillaume Erner. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de parler de ça. Nous avons besoin de dire que la France et l'Europe ont des destins intriqués et irréductiblement liés. C'est ce que j'ai appelé la France-Europe. Donc il faut parler de cela, et l'élection présidentielle doit être le moment privilégié pour le faire. Mais alors, Céline Spector, une question naïve. À partir du moment où une génération, à un moment, un vote, décide d'aliéner une part de la souveraineté au profit d'une entité supranationale, donc en l'occurrence l'Europe, pourquoi ceci prévaudrait également pour les générations d'après? Est-ce que précisément ce mouvement polonais hostile à l'Europe, alors ça n'est pas le seul mouvement, il y a un mouvement contraire, on vient de l'évoquer, est-ce qu'il n'est pas normal qu'il puisse s'exprimer jusqu'à un Polexit comme il y a eu un Brexit? Absolument. Alors je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, historiquement, il n'est pas tout à fait vrai que le traité de Rome ne comportait aucune disposition allant vers le fédéralisme. En réalité, au moment où le traité de Rome a été conçu, et au moment où Jean Monnet, Robert Schuman, et surtout un juriste français aujourd'hui oublié qui s'appelle Paul Rother, c'est Paul Rother qui a conçu les premières institutions des communautés
européenne, à ce moment-là, il y avait des textes de Paul Reuter sur le fédéralisme. Ils étaient très clairement fédéralistes. Et il y a, disons, tous les courants en réalité qui ont contribué à la construction européenne au début, le planisme français, le fédéralisme italien et l'ordolibéralisme allemand, les 3 sources de l'Union européenne d'aujourd'hui, eh bien, ils étaient tous quasi fédéralistes, mais ils avaient une idée en tête, qui était la suivante: il faut d'abord faire l'Europe économique, le marché commun. Et à l'époque, c'était effectivement d'abord une union douanière, mais dès la CECA, c'est-à-dire la Communauté économique charbon-acier, il y avait déjà une forme de proto-fédéralisme. Et puis petit à petit, c'est la théorie dite du spillover, les institutions politiques allaient émerger comme un après-coup de la solidarité de fait des institutions économiques. Et c'était ça. Spillover. Oui, spillover, c'est un terme anglais un peu, mais qui voulait dire qu'en réalité, on allait fédérer en quelque sorte un pool de charbon-acier, les grosses industries, et puis d'abord pour réconcilier la France et l'Allemagne, bien sûr, et ensuite, petit à petit, effectivement, les institutions politiques suivraient. Alors ça, c'est l'aspect, historique. Maintenant, pour l'aspect normatif que vous évoquiez. Oui, c'est-à-dire si aujourd'hui les peuples ne veulent plus de cela. Écoutez, la Pologne, elle a le droit de sortir, bien sûr, mais après qu'elle ne réclame pas le fonds de relance, les 36 milliards du fonds de relance. C'est un choix, c'est-à-dire on rentre dans une association politique, on en accepte les règles. On ne peut pas être passager clandestin de cette association. Aquilino Morel. Alors, sur le traité, vous nous avez évoqué les courants fédéralistes d'intellectuels ou de juristes, etc. Moi, je parle du traité. Je parle que le fédéralisme ait été au cœur de la pensée européiste, mais c'est vrai depuis les années 20. Je parle du traité. Le traité n'était pas un traité où il y avait ces intentions, cette téléologie fédéraliste. Pour une raison très simple, c'est qu'il suit l'échec de la CED 54, qui là était ouvertement un traité fédéraliste, mais qui a été refusé par la France. Donc les fédéralistes ont décidé de passer sous les radars, de faire un traité qui s'occupait, comme disait Monet, des choses techniques, qui sont en réalité les choses les plus politiques. Avec cette idée que vous avez l'air de trouver charmante, qu'à partir de l'économique, on créerait le politique. Mais si on veut créer du politique, il faut avoir l'honnêteté de le proclamer et de demander l'autorisation de faire. Mais alors, Aquilino Morel, que faire maintenant? Est-ce que si, par exemple, la Pologne sort de l'Europe, c'est une bonne chose ou pas pour vous? Non, mais ce serait une très mauvaise chose. Mais alors, quelle Europe dans ce cas-là? Alors, je vais vous le dire. D'abord, on ne peut pas dire, comme vous l'avez dit, que c'est être hostile à l'Europe. C'est très facile. Si on nous résume à « vous êtes hostile à l'Europe ou vous devez accepter le fédéralisme », mais vous allez détruire l'Europe. Parce que de plus en plus de gens seront hostiles, non pas à l'Europe, mais à la manière dont on l'a construit. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire avec les Polonais? D'abord, je ferai observer qu'il ne fallait peut-être pas les faire entrer avec autant d'allégresse et avec autant d'inconséquences politiques qu'on l'a fait. Bon, c'est fait. Non mais, premièrement, et que donc ceux qui ont plaidé ardemment pour cette ouverture à l'Est, et en particulier l'Allemagne, qui en a tiré le plus grand bénéfice puisqu'elle a reconstitué une sorte de hinterland sur son flanc Est, où elle peut pratiquer des délocalisations et du travail à très bon coût qui lui bénéficie directement, eh bien qu'elle prenne un peu la charge du fardeau politique et qu'elle essaye de ravauder les positions. Comment? En allant discuter, de voir qu'est-ce qui est possible ou pas. Et si effectivement on aboutit à la situation que la Pologne veut quitter l'Europe parce qu'elle ne supporte pas le joug juridique de la Cour de justice, eh bien, comme dirait Madame Spector, il faudra bien s'y résoudre. Mais ce serait vraiment, il faut le considérer ça comme une perspective ultime. Et il faudra tout faire pour que cela ne se produise pas. Céline Spector, votre point de vue? Alors, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas une fédération. C'est-à-dire qu'en effet, il faut bien prendre en compte qu'il y a des tensions très profondes dans l'architecture institutionnelle de l'Union. On a le Conseil européen qui est une instance intergouvernementale où siègent les chefs d'État et de gouvernement. Et cette instance reste l'instance qui donne l'orientation stratégique et politique de l'Union. Ce sont les gouvernements que nous avons élus démocratiquement au sein des États-nations. Puis il y a la Commission et le Parlement européen. Mais ça veut dire quoi? Expliquez-nous, quand vous dites ça n'est pas une fédération, qu'est-ce qui manquerait par exemple? Et puis ensuite, on verra si c'est souhaitable. Voilà, alors il y a 2 points fondamentaux qui aujourd'hui distinguent l'Europe d'une fédération. Premièrement, le droit de sortie. C'est le fameux article 50 qui a été actionné au moment du Brexit. Oui, les États ont un droit de sortie. Si vous regardez aux États-Unis, depuis la guerre civile, la constitution de la fédération américaine, il n'y a plus de droit de sortie. Si le Nevada veut sortir des États-Unis, en fait, il n'en a pas le droit. Tandis qu'en réalité, dans l'Union donc ça, c'est un européenne, vrai État fédéral, quand il n'y a pas de droit de sortie. Il n'y a pas de droit de sortie. Et d'autre part, il y a plusieurs dispositions. Premièrement, effectivement, ce qu'on appelle la procédure opt-out. C'est-à-dire qu'en réalité, quand... Traduisez-moi. Oui, alors en réalité, quand il y a des directives qui sont proposées par la Commission, qui sont votées, eh bien, certains États peuvent s'en exonérer, peuvent ne pas les appliquer, si ces directives leur imposent un moins 10 ans, par exemple, dans le domaine social ou environnemental. Et par exemple, la Grande-Bretagne, à l'époque où elle faisait partie de l'Union européenne, on a joué à plusieurs reprises. Attendez, je vais reformuler. Ça veut dire que si on impose à un pays quelque chose
l'Europe impose quelque chose qui lui paraît être un moins-disant social, elle peut le refuser? Alors, si vous voulez, bien sûr, ça s'est produit pour les Britanniques, par exemple. Si vous voulez, il y a des... Alors, mais les Britanniques, ils ne font plus partie de l'Europe. Oui, non, bien sûr. Mais ce n'est pas au choix, si vous voulez. Mais il y a un certain nombre de dispositions. Il y a en particulier une troisième dont je voudrais absolument parler. C'est que, en fait, il y a un droit de veto au Conseil européen pour tout ce qui concerne les intérêts vitaux des États-nations. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, il y a des possibilités d'aménager ce droit qui n'est pas aussi impératif qu'on pourrait le croire. Disons que la Cour de justice de l'Union européenne fonctionne comme une cour fédérale. Et ça, c'est un fait qu'il y a une primauté du droit européen. C'est, disons, le fondement même de l'Union européenne. Aquilino Morel, donc il y aurait des aménagements si l'on en suit, oui, ou si l'on en croit Céline Spector. Aujourd'hui, heureusement, nous ne sommes pas dans une fédération. Nous sommes dans une forme qui est difficile à définir, qui est entre la confédération, mais avec une tendance, une glissade vers la fédération, avec des coups de boutoir successifs. J'évoquais la décision de la Cour de justice du 15 juillet qui veut que nos armées, puisqu'en fait il n'y a plus que l'armée française qui existe en Europe depuis le Brexit, soient soumises à la directive de 2003 sur le temps de travail. Bon, on voit bien l'idée. L'idée, c'est d'aller toujours plus loin. Ce que Mme Spector appelle le spill-over, le débordement, c'est toujours l'engrenage. Une étape qui prépare la suivante. Et la suivante préparera celle encore d'après. C'est cette spirale qu'il faut interrompre. Il faut revenir et stabiliser le système européen à l'état de confédération. Moi, je veux dire, prenez Valéry Giscard d'Estaing, qui est quand même un européiste parfait, impeccable, qui a œuvré toute sa vie de chef d'État à ce sujet. C'est lui qui a créé le Conseil européen en 1974, où heureusement, effectivement, encore aujourd'hui, les décisions sont prises à l'unanimité, mais beaucoup de voix fédéralistes s'élèvent pour qu'on passe au vote à la majorité. Et c'est lui qui a dit, au soir de sa vie, la Commission européenne réclame tous les pouvoirs, elle n'est pas faite pour ça, elle devrait rester un organe qui gère, il faut aller vers une confédération. Eh bien, stabilisons le système au stade où il en est, c'est-à-dire la confédération. Céline Spector. Moi, j'aimerais savoir si le monde se stabilise. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous, on serait figés dans nos institutions politiques, alors que le monde évolue, alors que la mondialisation est dangereuse, alors que certains États-nations se comportent comme des empires, évidemment, la Chine, la Turquie, la Russie, etc. Donc, si vous voulez, il faut réfléchir dans un contexte géopolitique. On ne peut pas dire le monde s'arrête aujourd'hui, on s'arrête avec nos institutions. Le quasi-fédéralisme que je défends, en effet, et que j'assume, en fait, il est fondé sur l'idée selon laquelle il y a des raisons, disons, de politique internationale qui font que l'Union européenne est l'échelle pertinente pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'appuyer sur le principe de subsidiarité, qui est aussi un des principes fondamentaux du droit européen. Définissez-moi ça. Oui, bien sûr. Le principe de subsidiarité, c'est l'idée selon laquelle, en fait, les questions politiques doivent se gérer au plus bas niveau. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau régional, si c'est le niveau régional, au niveau national, si c'est ça le niveau pertinent, et plus on est efficace au niveau supranational, et bien oui, il faut à ce moment-là tenter de le faire. Céline Spector, Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, c'est aux éditions du Seuil. Aquilino Morel, l'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe, c'est aux éditions Grasset. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes après le billet politique et on évoquera justement la manière dont la question européenne pèse de manière explicite ou implicite sur le jeu politique français et ce que l'on peut attendre de l'élection présidentielle pour clarifier notre adhésion et notre vision de l'Europe. Il est 8h sur France Culture. Le billet politique, Frédéric Seyss, faut-il demander des comptes à l'Europe ? Vous vous souvenez peut-être du plombier polonais. En Oh, 2005, ce fut une allégorie à la mode dans les meetings contre le traité constitutionnel européen. Le plombier polonais symbolisait alors les risques de concurrence déloyale dans une Europe qui dérégulait le marché des services. Mais après le plombier polonais, voici venir le juge polonais, plus précisément le tribunal constitutionnel polonais, l'équivalent de notre conseil constitutionnel. Jeudi dernier, il est donc devenu la coqueluche des eurosceptiques ou des eurocritiques en estimant que la constitution polonaise devait primer sur les traités européens. Bien sûr, cette décision a provoqué un séisme politique dans toute l'Union, épicentre à Bruxelles. Les institutions européennes menacent de suspendre le versement de milliards d'euros du plan de relance à la Pologne. Le contentieux est, cela dit, déjà ancien depuis plusieurs années. La réforme judiciaire voulue par le pouvoir conservateur polonais est vue à Bruxelles comme une entrave à la séparation des pouvoirs. Mais cette décision a aussi frappé les esprits en France. À moins de 6 mois de l'élection présidentielle, le gouvernement français accuse Varsovie de tuer l'Europe. Ce sont les mots du secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune. À l'inverse, plusieurs candidats se sont réjouis de la décision polonaise. Sans surprise, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, mais à gauche aussi, écoutez Arnaud Montebourg.
Je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement polonais. Néanmoins, non mais c'est important. Néanmoins, le fait qu'un État membre aujourd'hui veuille réaffirmer la suprématie de sa loi nationale me paraît être le chemin que la France doit emprunter. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, ne marche pas. Arnaud Montebourg sur Europe 1. Chez lui, les critiques à cet égard ne sont pas nouvelles. Elles ciblent en particulier les règles de concurrence économique qui sont du ressort de Bruxelles et contre lesquelles l'ancien ministre Montebourg à Bercy n'avait cessé de vitupérer. Au sein du parti Les Républicains, cette petite musique progresse également. Le candidat Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit et surtout ancien commissaire européen, estime qu'en matière d'immigration, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne d'une part et de la Cour européenne des droits de l'homme d'autre part sont des carcans dont il faut pouvoir s'extraire. Voici donc un autre clivage qui scinde les candidatures présidentielles. D'un côté, celles et ceux qui veulent retrouver des marges de souveraineté au détriment des traités européens. De l'autre côté, celles et ceux qui regrettent que Bruxelles soit un bouc émissaire facile et qui veulent poursuivre une intégration européenne toujours plus approfondie. Le paradoxe de tout ça, c'est que contrairement à 2017, aucun candidat majeur ne propose plus de sortir de l'euro ou de l'Union européenne. En 5 ans, cette idée a quasiment disparu des radars, mais dans le même temps, les propositions pour faire primer le droit national sur le droit européen se multiplient, on vient de le voir. Comme si s'ébauchait l'idée d'une Europe à la carte. On prend des droits, on en rejette d'autres, on sélectionne ses contraintes. Mais pour l'instant, aucun candidat n'explique dans le détail quelle serait la suite. Faudra-t-il braver Bruxelles au risque de sanctions ou bien attendre de convaincre les 27 pays de changer les traités, ce qui peut prendre du temps? Voici un débat passionnant, foisonnant, qui tient un peu aussi de l'usine à gaz avec de multiples tuyaux. Et ici, nul rapport avec le plombier polonais. Merci Frédéric Seyss pour ce billet politique. Bien, vous savez, on va poursuivre ce débat ici même dans le studio des matins. Il est 8h20. 7h-9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et ce débat sur l'Union européenne, cette réaction à ce que vous venez de dire, Frédéric Seyss, sur l'Europe bouc émissaire du champ politique français, on le poursuit en compagnie de Céline Spector, philosophe. Vous publiez Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe aux éditions du Seuil. Aquilino Morel, ancien conseiller de Lionel Jospin et de François Hollande, l'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe aux éditions Grasset. Votre réaction à ce que vient de dire Frédéric Seyss? Ma réaction, c'est que moi, je me réjouis de ce que l'on parle enfin de l'Europe, et même précisément de la France-Europe, c'est-à-dire de cet ensemble politique nouveau qui est né de l'intrication très forte entre la France et l'Union européenne. Intrication qu'il ne faut, en tout cas c'est ma position, en aucun cas défaire. Et nous le faisons enfin, me semble-t-il, de manière un peu mûre, c'est-à-dire sans agiter le spectre de la sortie, donc de la défaisance de l'Union, qui serait évidemment une catastrophe politique et humaine sans précédent, mais qui est un spectre possible. Hein. Je vois qu'après le Brexit, on a l'air de considérer que le Polexit pourrait être, après tout, une péripétie supplémentaire. Non, ce serait extrêmement grave. Donc il faut tout faire pour l'empêcher, et non pas chercher à se venger de ces méchants Polonais qui voudraient braver Luxembourg et Bruxelles. Donc il faut faire très attention à cela. Et par ailleurs, je suis content qu'on le fasse à un moment donné qui est très opportun, qui est celui de l'ouverture de la campagne présidentielle. Pendant très longtemps, et notre pays a souffert de cela, terriblement, et les Français aussi, on a fait semblant. Hein, on a fait semblant, et tous les 5 ans, on dressait les tréteaux de la scène politique, on demandait aux candidats de s'avancer et de monter sur le tréteau, de réciter joliment, avec le ton, leur programme, et puis ensuite, dès que l'élection était passée, qu'on avait élu soit un président dit de droite, ou un président dit de gauche, on revenait aux choses sérieuses, c'est-à-dire, en fait, à la politique unique, comme l'avait caractérisé Madame Thatcher. Hein, there is no alternative. Bon, ou la démocratie conforme au marché, comme disait Madame Merkel. Hein, donc voilà, on en restait là. Aujourd'hui, c'est un moment très important dans lequel la France et le reste de l'Europe, mais nous allons voter dans 6 mois pour le président, nous devons nous saisir de ces questions. L'Union européenne, ce ne sont plus les affaires étrangères, ce sont des affaires internes. Et l'Europe doit passer de la diplomatie secrète au débat démocratique. Céline Spector. Alors sur ce dernier point, je suis d'accord. Mais je pense qu'en fait, il faut absolument remédier à... Pourquoi ? Parce que sur les autres, vous ne l'êtes pas ? Non, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie fondamentale qui
ils ont fait dysfonctionner l'Union européenne et qui, par ailleurs, désarment nos démocraties. Alors cette asymétrie est la suivante. L'Union européenne s'est constituée comme un marché commun depuis l'acte unique de 1986 et le traité de Maastricht, effectivement avec des règles de concurrence qu'on peut contester, avec une règle d'or budgétaire qu'on peut contester. Il y a des choix démocratiques à faire. Mais parallèlement, en fait, l'ordre politique, lui, contrairement à l'ordre économique, reste plutôt coopératif. Et donc, on a cette discordance entre le fait que le marché est très intégré et que la vie politique reste largement ancrée dans les États-nations. Et donc, ça, c'est tout à fait Mais est-ce que ça peut délétère. fonctionner ainsi ? Non, justement, c'est pour ça qu'il faut, disons, augmenter, c'est mon point de vue en tout cas, les processus fédéraux, c'est-à-dire arrêter de se mentir et se dire que finalement, dans nos démocraties, nous avons en effet des comptes à rendre. Nous ne sommes plus seuls voilà, en notre royaume, c'est plus la monarchie française d'Ancien Régime. Et en effet, le peuple européen existe, il est composé de l'ensemble des peuples qui composent l'Union européenne. Et là, je crois qu'on a eu un mensonge très long, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Nos démos, qui consistait à se dire, voilà, il n'y a pas de peuple européen, donc il n'y a pas de démocratie européenne et il n'y en aura jamais. Et ça, c'est un sophisme pur et simple. On fait comme si, disons, dans les États-nations, le peuple français était une donnée naturelle de l'histoire, sa culture, sa langue. Voilà, ses traditions, ça serait de toute éternité. Mais pas du tout. En fait, la constitution de l'identité française, elle a pris plusieurs siècles. Elle a supposé de la violence qui a été faite, disons, aux régions, aux coutumes régionales, aux patois régionaux. Il y a eu un long processus douloureux d'enfantement de l'État-nation. Et donc, il n'y a pas de lien consubstantiel entre démocratie et État-nation. C'est un lien conjoncturel. Il se trouve que pendant 2 siècles, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais il n'y a aucune vocation à ce que ça le reste. Aquilino Morel, une réaction. Je vais vous démentir, il n'existe pas de peuple européen. C'est votre vœu. Et c'est très honorable de le formuler explicitement. Je vous en remercie parce que la plupart des gens qui pensent comme vous ne le disent pas. Ils le taisent, ils le disent dans le secret de leur domicile ou de leur cabinet. Pourquoi le tairaient-ils ? Mais parce que tous les peuples, lorsqu'ils ont été consultés sur la question du fédéralisme, d'aller jusqu'au bout, de construire ce que Monnet appelait les États-Unis d'Europe, ont toujours rejeté. Je vous rappelle que le 29 mai 2005, le peuple français a souverainement décidé de rejeter le traité constitutionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le président Sarkozy, avec la complicité de François Hollande au Parlement, sont revenus sur cette décision souveraine et ont fait voter le traité de Lisbonne qui reprenait l'essentiel de ce traité. Donc c'est ça qui crée le malaise, le mensonge dont parle Madame Spector, c'est celui-là. Madame Spector est cohérente. C'est normal, elle est philosophe. Donc elle dit ce qu'elle pense ce qu'elle dit. Moi j'appelle les politiques à faire la même chose. Alors justement, en parlant de politique, il me semble que le dernier président élu en France, Emmanuel Macron, est un européiste convaincu qui n'en a jamais fait mystère. Et si on reprend le parallélisme que l'on pourrait faire au sujet de l'Europe, de la même façon que le peuple européen est souverain, le peuple français l'est tout autant. Il a choisi un européiste, il est normal que la France ait une politique pro-européenne. Emmanuel Macron a des convictions fortes en la matière. Mais il n'a pas dit, pendant sa campagne, certes il s'est présenté derrière le drapeau européen, il a raison, puisque c'est ce qu'il pense, il a raison de le faire. Moi je suis pour la cohérence intellectuelle, politique et personnelle. Et à cet égard, Emmanuel Macron est cohérent, ce qui est rare sur la scène politique nationale. Mais il n'a jamais dit ce qu'il voulait faire de l'Europe. Il n'a jamais dit pendant la campagne de 2017, je suis un fédéraliste, je veux aller vers l'État-nation fédérale. Jamais. Par ailleurs, après les grandes déclarations lyriques de septembre 2017, le discours d'Athènes, le discours de la Sorbonne, qui pouvait être interprété dans un sens fédéraliste. Qu'est-ce qu'il dit depuis la crise du Covid ? Souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle, souveraineté économique. Souvent, on ajoute à l'échelle européenne. Pas toujours. Rapatrions nos industries. Quant à la souveraineté européenne, c'est à nouveau un exemple d'oxymore dont raffolent les fédéralistes. Fédération d'États-nations de l'or, souveraineté européenne. Qui dit souveraineté dit souverain. Il n'y a pas de souverain en Europe. Céline Spector, sur le souverain européen. Tout dépend de la définition qu'on donne de la souveraineté. Il faut être rigoureux dans les définitions qu'on donne. La souveraineté a 2 facettes. Historiquement, elle s'est constituée, le concept philosophique s'est constitué depuis le XVIe siècle, disons avec une facette externe, c'est l'indépendance à l'égard des ingérences extérieures, et puis une facette externe, c'est la maîtrise du territoire et le fait de pouvoir décider en dernier ressort. Et depuis Baudin, la souveraineté, c'est avant tout le pouvoir de donner et de casser la loi, donc amender, abroger les lois. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait en effet en collaboration entre la Commission qui a l'initiative législative, le Parlement européen qui vote des amendements, et puis les États-nations, les parlements nationaux qui ratifient ou non effectivement ce qu'on leur propose. Et donc si vous voulez, le modèle de souveraineté partagée, dire qu'il n'y a pas de souverain en Europe, c'est un mythe. Si vous voulez, évidemment qu'il y a un souverain. La souveraineté, elle est divisée quant à sa source
et partagée quant à son exercice. Et c'est ça qui est important, c'est de la concevoir est-ce que comme ça un n'est pas ensemble de compétences. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Est-ce que ça n'est pas ça justement le problème de diviser une souveraineté et de faire en sorte que celle-ci apparaisse comme étant ou bien fictive ou bien complexe, ne serait-ce que dans sa représentation? Ça fait longtemps que la souveraineté du peuple dans les États-nations est un mythe. Enfin, il faut quand même faut arrêter de se leurrer. Hein. Le peuple, dans la souveraineté populaire... des réactions. Oui, bien sûr. Mais le peuple est, pour une part, disons, une fiction juridique qui permet de fonder l'ordre juridique et politique. Donc, si vous voulez dire qu'en France, par exemple, dans un État-nation, le peuple délibère sur l'agora et décide librement, sans dérive exécutive, sans que les projets de loi viennent du gouvernement, mais c'est totalement mythique. Donc, si vous voulez vouloir de l'Europe ce qu'on ne veut pas des États-nations, ça me paraît tout à fait incohérent. Aquilino Morel. Je ne vois pas le rapport entre la souveraineté et la souveraineté populaire que vous décrivez. La souveraineté par délégation représentative fait partie de la souveraineté. Donc, il n'y a pas d'opposition. Par ailleurs, la souveraineté, vous l'avez dit vous-même, en toute rigueur, c'est bien la capacité à décider en dernier ressort. En dernier ressort. Eh bien, aujourd'hui, après avoir attaqué, rogné les prérogatives économiques, sociales, budgétaires, commerciales, douanières, tout ce que vous voulez, l'Empire européen en voie de se constituer réclame maintenant la politique. Et la politique à son plus haut niveau, c'est-à-dire la défense, les affaires étrangères, l'armée. Les européistes, les fédéralistes, dont fait probablement partie Mme Spector, réclament que la France donne son siège ou le mutualise, le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, et même que sa force de frappe soit mutualisée. Alors moi, je vais vous répondre très simplement avec la phrase glaçante, mais très juste, de Régis Debray, pour montrer que la souveraineté ne peut pas ni se diviser, ni se partager, ni s'additionner. C'est lorsque on devrait un jour intervenir et appuyer sur le bouton nucléaire, comme dirait Régis Debray, combien de doigts sur le bouton nucléaire? 27? 13? 12? 4? 3? 2? 1? Un seul doigt. Moi, j'étais aux côtés du président Hollande lorsqu'il a décidé, le 11 janvier 2013, d'intervenir au Mali. Il a décidé, seul, après avoir consulté le ministre des Armées, des Affaires étrangères, le chef d'état-major des armées. S'il avait dû appeler Mme Merkel ou ses collègues du Conseil européen, eh bien, les pick-up auraient envahi Bamako et on ne serait jamais intervenu. Donc la souveraineté, c'est ça. C'est pas d'exercer toutes les prérogatives. On peut parfaitement consentir à déléguer des compétences. C'est de décider en dernier ressort. Et aujourd'hui, l'instance européenne qui traduit cela, c'est le Conseil européen. Parce que le vote y est acquis à l'unanimité et non à la majorité qualifiée, qui est le rêve des fédéralistes. Céline Spector, si on reprend vos propos que vous teniez tout à l'heure au sujet, par exemple, des États-Unis, on voit qu'on a des États qui ne peuvent pas sortir de l'Union, mais qui, en échange de cela, acceptent bien entendu la souveraineté nationale américaine. En Europe, il y a donc effectivement ce hiatus. Il y a certaines personnes comme Aquilino Morel qui refusent, par exemple, qu'il y ait une souveraineté sur les armées ou une souveraineté sur telle ou telle chose, alors même que les peuples considèrent que les lois qu'on leur impose sont des lois européennes. Est-ce que cela peut tenir ainsi ? Alors, je voudrais juste répondre sur un point. Le souverain, c'est celui qui appuie sur le bouton nucléaire. Enfin bon, à ce compte-là, on reste en monarchie, parce que c'est beaucoup plus pratique de ne pas avoir de parlement pour délibérer de la question de l'entrée en guerre, par exemple. Et évidemment, c'est impossible. Il faut dissocier la question, effectivement, du commandement des armées, qui est une question très, très grave, la question de savoir si nous voulons une armée européenne, et pour ma part, je le souhaite, de la question de savoir si... une armée européenne qui serait une armée qui remplacerait les armées nationales. Alors après, la question de savoir comment elle fonctionne, c'est une question assez complexe dans laquelle je ne rentrerai pas, ça ne fait pas partie de mon domaine d'expertise. La question de savoir si on crée un collège des officiers, si on fait une force opérationnelle... Non, sans rentrer dans les modalités pratiques, ce qui importe aux individus, aux Français notamment, c'est de savoir s'ils auront encore une armée ou celle-ci, si celle-ci sera européenne. La question de l'autonomie stratégique, elle est décisive au moment où on voit bien que les États-Unis ne jouent plus le même rôle de parapluie pour l'Europe et il faut quand même se prendre un petit peu en main. Donc il faut accepter qu'on ne sera pas toujours tributaire des États-Unis. Et par ailleurs, le terme d'empire m'a énormément choquée, parce que l'Union européenne, c'est tout le contraire d'un empire. C'est-à-dire que justement, elle s'est constituée, et tous les philosophes l'ont dit depuis sa création, comme le contraire d'un empire. Qu'est-ce que c'est qu'un empire ? C'est en fait une forme politique qui impose sa domination militaire et politique sans l'accord des entités dominées. L'Union européenne, elle s'est bâtie sur le consentement volontaire des États qui ont accepté de s'associer et de mutualiser une partie de leur souveraineté. Aquilino Morel. Mais je suis désolé, Madame Spector, vous contestez la formule empire, mais des gens qui pensent exactement comme vous, Ulrich, et pas des personnes, sans importance. Je parle de Habermas, de Ulrich Beck. Donc du philosophe
Habermas et du grand sociologue Ulrich Beck, de Wolfgang Steck, un grand sociologue, ancien directeur de l'Institut Max Planck à Cologne, et même de Bruno Le Maire, qui est le ministre actuel de l'économie, qui n'est pas un personnage inconséquent, plaident pour un empire européen et disent il faut l'assumer. C'est un empire que nous voulons. Parce que vous dites la distinction, c'est l'empire, en général, effectivement, a soumis les nations, c'est exact, mais leur formule, c'est de dire nous voulons un empire doux, bienveillant, respectueux et où l'adhésion serait volontaire. Mais cela, ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est cette volonté d'uniformiser et de faire passer le pouvoir du haut vers la dernière commune le plus rapidement possible. Et ça suppose de défaire les États-nations. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot, parce que vous avez repris à 2 reprises l'image des États-Unis. Mais la différence entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, c'est que les États-Unis d'Amérique ont été construits à partir de rien. Le Nevada, ça n'existe pas. La Californie, ça n'existe pas. Il y avait des peuples premiers. Mais... Oui, mais on les a éliminés. Donc ceux qui étaient là étaient extrêmement homogènes. C'était des Européens, Suédois, Allemands, Anglais, etc., Irlandais, très homogènes. Il n'y avait pas de nation, pour le dire simplement. Or, vous prenez les choses comme vous voulez. Mais la France, ce n'est pas le Nevada. L'Allemagne, ce n'est pas la Californie. Et l'Italie, ce n'est pas le Wisconsin. C'est le rêve des fédéralistes. On va prendre tout ça et on va faire une nation ou un État. Je vous répondrai très simplement, avec la formule très ironique du général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Alors, 2 points. Tout d'abord, sur la question de l'Empire. Oui, Habermas n'a jamais évoqué la possibilité même pour l'Union européenne de former un empire. C'est en fait Edgar Grandet. Mais c'est mal pour vous, la notion d'empire? Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Empire. Mais en tout cas, c'est Edgar Grandet et Ulrich Beck, dans un livre qui a été traduit en français sous le titre « Vers un empire européen ». Mais en fait, en allemand, c'est pas du tout ça le titre. C'est l'Europe cosmopolitique. Donc, si vous voulez, c'est une illusion qui peut être liée à la traduction du titre. Et en fait, dans ce livre, ils défendent pas du tout un empire européen. Il y a une thèse assez profonde sur ce que c'est que le cosmopolitisme. Donc je voudrais laisser totalement de côté qui a plutôt mauvaise presse en France, alors que l'Empire pourrait rappeler à certains. Non, ça dépend. Il y a des cosmopolites aussi. Disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui différencie en effet la situation de l'Europe aujourd'hui de la situation des États-Unis au moment de la fondation en 1787, au moment où les pères fondateurs ont fait voter la Constitution américaine. Et en effet, il y avait 13 colonies. Il y avait 13 colonies, disons, qui étaient des dissenters anglais. Il y avait quelque chose qui était assez homogène culturellement, historiquement, linguistiquement. Néanmoins, il faut bien voir que pour eux, effectivement, il y avait un gain immédiat à former une fédération, même si ça a été très contesté. Il ne faut pas croire que la fédération s'est imposée. Il y avait des antifédéralistes qui disaient qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté. Tous les arguments qu'on entend aujourd'hui, c'est une oxymore, la souveraineté partagée, ils étaient déjà chez les antifédéralistes américains. Aujourd'hui, on est dans un cas différent. Il y a une diversité linguistique, culturelle, il y a des traditions administratives hétérogènes, et il ne s'agit en aucun cas de fusionner les États-nations pour former un super-État. C'est absolument pas ma théorie. Aquilino Morel, il y a un sondage qui a été publié, l'Eurobaromètre, au terme duquel la confiance dans l'Union européenne, elle s'est accrue depuis l'été dernier à la faveur de la pandémie, avec un certain nombre d'épisodes à l'intérieur de cette pandémie. Tout d'abord, donc la manière dont l'Union européenne a porté assistance aux économies, puis la question des vaccins. Bref, tout cela fait qu'aujourd'hui, l'image de l'Union européenne est plutôt meilleure qu'auparavant. Je voulais avoir votre réaction par rapport à cette image qui s'est améliorée. Est-ce que ça n'est pas justement une manière d'atténuer les critiques que l'on fait, que vous faites notamment dans l'Opium des élites, votre livre publié? Je vais vous répondre, mais je voudrais d'abord corriger Madame Spector, parce qu'en toute rigueur, chère Madame, vous avez dit que Ulrich Beck n'avait pas été favorable à l'Empire, et qu'il est favorable à le titre de son livre, Das Kosmopolitische Europa. Mais je vais vous citer ce qu'il a écrit exactement. D'accord ? L'Europe doit être conçue comme un empire et la cosmopolitisation de l'Europe ne pourra aboutir que si l'Europe abandonne la forme étatique et prend la forme d'un empire européen. Donc, rouvrez ce livre, référez-vous à cette... Je vous donnerai la page. Donc, non, Ulrich Beck est partisan de l'empire comme tous les fédéralistes. Par ailleurs, sur l'Eurobaromètre. C'est pas un empire au sens que vous dites. C'est un empire au sens où tout le monde l'entend. On ne va pas faire de débat. Si vous voulez dialoguer avec M. Beck... On va revenir à l'Eurobaromètre, quelque chose de tangible. Mais moi, je me félicite que l'Europe ait une meilleure image. Je ne sais pas dans quel degré, je ne peux pas vous le dire, mais je suis favorable à ça. Non, mais pour le dire de manière extrêmement prosaïque, Aquilino Morel, ça signifie que l'Europe a plutôt été présente durant cette crise et donc jugée comme étant présente de manière habile et utile. Non.
pas de bannière habile et utile. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel est cet Eurobaromètre, mais moi j'ai lu beaucoup d'enquêtes du Cevipof notamment, qui traduisaient une très grande défiance des citoyens et un constat d'échec par rapport à la manière dont la Commission s'est comportée en matière de masques, de tests, de vaccins, tout ce que vous voulez. Donc ça, je ne crois pas qu'on puisse juger positif cette action. Maintenant, que l'image de l'Europe, de l'Union se redresse, mais j'en suis très heureux. Vous avez toujours l'impression d'affirmer que si on est critique vis-à-vis de l'Europe, alors c'est qu'on ne l'aime pas et qu'on voudrait la quitter. Mais c'est précisément parce qu'on l'aime qu'on a le devoir de la critiquer. Le président Macron a dit « Je suis un Européen convaincu et c'est pourquoi je suis un Européen lucide, donc critique ». Donc vous voyez, je suis d'accord avec le président de la République, je suis un Européen convaincu, amoureux de l'Europe, donc lucide, donc critique. Céline Spector, je voulais vous faire réagir à un autre sondage. Je ne vais pas aller dans les détails de ce sondage parce que sur France Culture, on n'aime pas tellement les sondages politiques. Mais si on regarde aujourd'hui la manière dont cette campagne à la présidentielle s'organise, on pourrait dire que les eurosceptiques, ceux qui sont très critiques vis-à-vis de l'Europe, sont, ou seraient, je mets ça au conditionnel, majoritaires. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que philosophe, le fait que la majorité finalement des Français, si celle-ci est représentée dans les urnes à venir par ce sondage sur la présidentielle, soit plutôt hostile, alors là aussi il y a toutes sortes de gradations, par rapport à l'idée européenne? Bah écoutez, je trouve ça très triste, sincèrement. Moi, je ne défends pas non plus absolument tout ce que fait l'Union européenne. Il y a toutes sortes de critiques à faire, il y a toutes sortes de dysfonctionnements. Il faut les identifier, il faut essayer d'y remédier, il faut la réformer, cette Union européenne, évidemment. Et il y a toutes sortes de propositions qui sont d'ailleurs sur la table. Il ne faut pas croire qu'on est là devant une table rase. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a en France quelque chose comme un souverainisme qui vient des deux bords. C'est-à-dire il y a un souverainisme de droite et un souverainisme de gauche. Le souverainisme de gauche dit que l'Union européenne est le cheval de Troie du néolibéralisme et qu'en réalité, disons, en raison de la constitutionnalisation d'un modèle économique, eh bien, en fait, ce qu'on appelle les libertés du marché, les libertés économiques, l'ont emporté sur les droits sociaux, sur les droits politiques. Et donc ça, c'est une critique qui est très puissante et j'essaye, disons, de dialoguer avec cette critique dans mon livre. En face de vous. pour essayer de dire les raisons pour lesquelles on peut espérer qu'il n'en sera pas toujours ainsi, et en particulier le fait que la règle d'or des 3% ait été levée à l'occasion justement de la crise du Covid, qu'enfin il y ait eu une mutualisation de la dette, alors qu'on l'attendait depuis si longtemps, ça a eu lieu. C'est la raison pour laquelle je m'autorise à parler de moment hamiltonien. Souveraineté de gauche, ou les souverainistes de gauche, Aquilino Morel, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce camp et les critiques qu'il formule à l'encontre de la construction européenne? Souverainiste de gauche, si vous voulez, ça ne me gêne pas. C'est pas comme ça que je me définirais, mais ce n'est pas très grave. Pourquoi pas? Il n'y a aucune comment dire, aucun caractère obscène dans le fait d'être de gauche, ni de souverainiste, et encore moins dans la... Il n'y avait aucune arrière-pensée de ce type chez moi. Je voulais simplement vous faire répondre à ce que venait de dire Céline Spector sur les critiques adressées à l'Union européenne. Et ayant lu votre livre, L'opium des élites, ayant lu un certain nombre de passages que vous consacrez à la manière dont l'Union européenne a été le cheval de Troie du néolibéralisme, j'ai cru reconnaître certaines de vos pensées. Non, mais ce n'est pas tant la question du néolibéralisme qui est en jeu. C'est pas tant le fait de savoir si le bloc de constitutionnalité qu'a créé ex nihilo la Cour de justice de l'Union est libéral ou pas. Il n'est pas libéral, il est hyper libéral. La vraie question n'est pas celle-là. C'est que l'Europe, des socialistes entre guillemets français, Jacques Delors, Pascal Lamy, ont transformé le capitalisme mondial. Ils ont fait voter la directive du 24 juin 1988 qui a complètement libéralisé la finance en Europe et par conséquent dans le reste du monde, puisque pour continuer à commercer ou à échanger avec l'Europe pour les autres pays, il fallait adopter ces règles de libération totale du capitalisme. Donc ce ne sont pas Madame Thatcher ou M. Reagan de méchants anglo-saxons qui ont inventé la globalisation financière, ce sont de braves socialistes français. C'est ça aussi la part du mensonge qui détruit notre vie démocratique et qui produit ce malheur français qu'a évoqué Marcel Gauchet. C'est ça, c'est le fait que la gauche, les socialistes, entre guillemets, ont été responsables de cette situation. Qui en parle? Le livre de Raoui Abdelal, qui a complètement établi ces faits, y compris avec les interviews et les confessions, vous me pardonnerez l'expression, des principaux protagonistes, c'est-à-dire Delors et Lamy, publié aux presses de Harvard il y a 10 ans, n'a jamais été traduit en France. Jamais. Céline Spector.
Oui, alors je crois qu'il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. L'ordre juridique européen, il s'est constitué autour de 2 grands principes. D'une part, la liberté de circulation, qui concerne en effet les biens, le capital, les personnes, et la liberté, le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité. Et c'est ça les 2 piliers fondamentaux du droit européen. Et à partir de là, en fait, on a effectivement toute une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui n'est pas du tout uniment ultralibérale. Et ça, c'est vraiment un mythe que de le penser. Pour vous donner quelques exemples, il y a une citoyenneté sociale européenne qui s'est constituée, disons, à partir du début des années 2000 et qui a permis l'ouverture des États-providence, en particulier en effet d'Europe de l'Ouest, à des ressortissants d'États membres qui venaient travailler dans ces États, mais aussi des étudiants et leurs familles, qui ont pu en quelque sorte bénéficier de droits sociaux dont ils ne bénéficiaient pas. Et ce qu'on ne dit jamais, c'est que l'État-nation peut être lui aussi un carcan, lui aussi une prison. Pour les gens qui n'ont pas un niveau de vie, disons, similaire au nôtre, il faut voir ce que l'Union européenne a pu apporter à des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme la Croatie, comme les pays baltes, comme les pays d'Europe centrale et orientale. Donc nous, effectivement, on a envie de faire revivre le moment glorieux après la Seconde Guerre mondiale, la création de la sécurité sociale, etc. Mais il faut bien voir que pour beaucoup de ressortissants européens, les droits sociaux ont largement augmenté grâce à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'est pas normal que les peuples deviennent ou redeviennent égoïstes en période de crise comme celle-là? Et les Français pourraient se dire que c'est très bien pour la Croatie, mais que ce n'est pas aussi bien pour la France. Alors, les menaces sur les droits sociaux, elles existent. Les menaces sur les services publics, elles existent. Il faut en parler. Comment est-ce qu'on finance les services publics? Et il y a une vraie menace qui est liée à l'ouverture des sociétés et à l'ouverture des marchés. Mais la question que je pose, c'est est-ce que l'ouverture des sociétés et des marchés, elle est due à l'Union européenne? Ou est-ce qu'elle n'est pas due à la mondialisation en général? Toute la question, c'est de savoir comment l'Union européenne peut constituer une forme de rempart. Est-ce qu'elle peut nous protéger? Comment? Face aux risques qui sont effectivement réels de concurrence déloyale. Aquilino Morel, vous expliquiez que la gauche avait libéré les forces de la finance en Europe, que c'était les socialistes français qui l'avaient fait, qui a inventé dans ce cadre-là la globalisation. Comment vous l'expliquez? C'est très simple. Et c'est parfaitement couché par écrit dans le livre de Raoui Abdelal. Et d'ailleurs, donc, ce n'est pas du tout, la mondialisation n'est pas un fait un livre fondamental. Que je n'ai pas lu, probablement, mais personne ne l'a lu. Il n'a jamais été traduit en français. C'est un professeur d'économie internationale. Allez au fait, qu'est-ce qui... Mais parce que, dans l'esprit de Jacques Delors et de Pascal Lamy, la fédéralisation de l'Europe, le passage à l'acte unique, c'est-à-dire ce traité favori, comme disait, mon traité favori, disait Delors, celui qui permet le vote à la majorité qualifiée dans beaucoup de domaines, était la contrepartie nécessaire. La globalisation était la contrepartie nécessaire à l'adoption de ce traité. Donc il a passé un deal avec Mme Thatcher, puis avec M. Major, pour dire vous aurez le grand marché dérégulé, 287 directives qui dérégulent complètement les marchés en Europe et créent le marché unique, et nous aurons l'acte unique. Voilà ce qui s'est passé. Globalisation financière et fédéralisme européen sont les 2 faces d'une même pièce. C'est cela qu'il faut comprendre. Et l'Europe n'a pas été un rempart contre la mondialisation, elle n'a même pas été le cheval de Troie. C'est elle qui a inventé la globalisation financière par cette directive du 24 juin 1988 et qui donc a créé la globalisation. Céline Spector, une conclusion. Alors bon, je trouverais vraiment dommageable qu'on impute tous les maux de la Terre à l'Union européenne. Et il y en a qui viennent... Pas tous, mais beaucoup. Il y en a qui viennent d'elle, il y en a qui viennent d'un malaise démocratique, il y en a qui viennent d'un malaise de la démocratie représentative qui est dans une crise profonde. Je crois qu'il faut plutôt s'atteler à essayer de penser des biens publics à l'échelle européenne et savoir comment on va produire et financer ces biens publics. Et c'est la raison pour laquelle une souveraineté européenne me semble indispensable. 2 visions de l'Europe, de la construction européenne et des politiques européennes. Céline Spector, Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, c'est aux éditions du Seuil. Aquilino Morel, l'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe, aux éditions Grasset.